Vous écoutez Sans détour, le podcast de Génilem avec le soutien de notre parrain Bernet et associés. Ici, vous trouverez des témoignages authentiques d'entrepreneurs suisses romans, des hommes et des femmes qui, à un moment clé de leur parcours et parfois à répétition, ont choisi de faire les choses autrement. Ils et elles partagent sans détour leur expérience entrepreneuriale, leur vision du business et de la vie. Sans plus attendre et sans a priori, entrez donc avec nous dans le monde fascinant des entrepreneurs. Peut-on encore créer son entreprise ou même faire du business sans parler de durabilité ? Nous recevons aujourd'hui Marie Chassot, qui après des études en relations internationales, pour avoir un impact sur le monde, a travaillé de nombreuses années dans l'industrie de l'horlogerie du luxe, où elle va occuper différents postes à responsabilité, notamment en lien avec la stratégie, avant de créer et de porter un projet intrapreneurial et bousculer les codes au sein du grand groupe. C'est un moment clé de sa vie, puisque ce projet s'accompagne d'une prise de conscience et d'une volonté de participer à une transition plus durable. C'est la raison pour laquelle elle va quitter cette industrie et créer La Mèche, qui est une agence qui accompagne dans les démarches de durabilité. Ses clients sont autant des corporates que des startups, comme par exemple cette toute jeune marque horlogère genevoise, ID Genève, qui conçoit, fabrique et distribue des montres de manière totalement différente. On parle branding, impact, KPI, valeur, et même si c'est un peu comme tout le monde, on parle durabilité. Alors bonjour Marie, bienvenue dans ce podcast. Bonjour Cyril. Est-ce que tu peux te présenter ? Oui, tout à fait. Je m'appelle Marie. Je suis fondatrice de La Mèche, qui est une agence de conseil, un magazine, un réseau social qui accompagne les particuliers et les entreprises dans leur transition vers des pratiques et des comportements plus responsables, de façon à tenir compte de la planète. Tu as démarré quand cette aventure ? Elle a pas tout à fait un an, donc c'est tout récent. Pourquoi tu as démarré cette aventure ? Suite à, je dirais, à un vrai cheminement, en fait, un parcours qui m'a construite déjà. Donc j'ai en fait des aventures d'abord dans le luxe pendant de nombreuses années, où j'ai fait beaucoup de stratégie, beaucoup de branding. Et puis à la fin de ces aventures-là, la dernière était la création d'un projet, d'une entreprise qui essayait un petit peu de proposer un nouveau paradigme dans l'horlogerie, en remettant en question les matériaux utilisés, les pratiques, tout au long de la chaîne de valeur. Et c'était pour moi la prise de conscience que c'était ma mission et que j'avais vraiment envie et besoin aussi de participer à cette transition. Et l'aventure s'est terminée au sein de ce groupe qui est le groupe Richemont. Et c'est là que j'ai décidé de créer mon projet à mon image, en fonction de ce que j'ai pu observer, de ce que j'ai pu vivre et de ce que j'estimais être nécessaire. Moi, j'ai deux petites questions. Alors déjà le nom, La Mèche. Pourquoi ? Alors j'aime bien l'idée de laisser les gens imaginer ce que ça pourrait bien signifier, parce qu'en fait il y a plein d'interprétations possibles et elles sont toutes valables en fait, parce que c'est la mèche, c'est éclairer le chemin, il est nécessaire allumer la mèche. Voilà, il est temps maintenant de plus accepter le statu quo et d'agir voilà, de montrer aussi aux gens et aux organisations quelles sont les solutions possibles et comment est-ce qu'on peut les accompagner. Tu viens de l'univers du luxe. Aujourd'hui, La Mèche, ça s'adresse à quel genre de société, d'entreprise ? Alors c'est vrai que je viens de cet univers du luxe. La Mèche s'adresse pas uniquement aux entreprises de luxe, parce que la durabilité et la responsabilité, c'est une question qui est vraiment transversale, et c'est finalement, même si c'est vrai que ce sont des questions complexes, ça reste aussi des questions de bon sens. Donc elle s'adresse à toutes sortes d'organisations, avec toujours évidemment cet ADN que j'ai d'un grand sens de l'esthétique et de la volonté de faire les choses de manière vraiment dans l'excellence. Si une start-up, elle vient vers La Mèche pour du conseil, ça arrive ? Ça arrive, tout à fait. Oui, c'est le cas déjà. Donc La Mèche accompagne une start-up dans l'horlogerie, qui est vraiment une start-up très innovante, qui amène des solutions vraiment intéressantes à l'horlogerie. Et c'est très courageux de leur part, parce que c'est vraiment un secteur qui est très concurrentiel. La marque s'appelle ID Genève, c'est une marque genevoise. Et qui s'appuie sur le principe de l'économie circulaire et qui amène vraiment, je dirais, un œil neuf à l'horlogerie. Donc, je les accompagne modestement dans leur développement stratégique. Sauf erreur, tu as fait des études
des hautes études internationales et de développement. Comment on arrive au branding? Alors vraiment, c'est je dirais, le hasard en fait d'un parcours que j'ai la sensation, avec le recul, de pas vraiment avoir maîtrisé, parce que j'ai fait en effet ces études par choix, parce que je me destinais vraiment à travailler dans les organisations internationales pour avoir vraiment un impact, mais pour aussi avoir le côté humain, le côté je donne, je redonne. Et il se trouve que, ça peut paraître stupide, mais j'ai lu un livre qui s'appelle Belle du Seigneur, qui en l'occurrence se passe à l'époque de la Société des Nations, donc avant la Deuxième Guerre mondiale, et qui décrit, mais de manière apparemment vraiment, d'après ce qu'on m'a expliqué ensuite, de manière vraiment très réaliste, finalement le fonctionnement des organisations internationales. Et j'ai quand même assez vite compris que j'étais pas faite pour ça, parce que c'est très procédurier, c'est très administratif, etc. Donc je me suis dit non, finalement c'est pas ça que je vais faire. Donc j'ai fait un petit peu de finance. C'était pas ça non plus que je voulais faire, parce que c'était beaucoup trop, je sais pas, contraignant, beaucoup trop inintéressant. Et puis après, je suis arrivée dans le luxe par hasard, parce que j'ai trouvé ça intéressant en observant un peu les rapports des analystes financiers. Et puis j'y suis restée, parce que le luxe a ça à la fois magnifique, mais aussi à la fois terrible, qu'il vous enveloppe dans une espèce d'univers qui est extraordinaire, qui est beau. Et je regrette pas du tout, parce que j'ai appris beaucoup de choses. Ça a été très, très formateur. Et ça m'a permis aujourd'hui justement d'avoir ce regard et ce recul sur justement les choses qu'on devrait faire pour améliorer la situation, et les choses qu'on devrait faire pour diminuer l'impact des entreprises sur la planète. Moi, j'aimerais t'entendre par rapport au branding, à cette notion justement assez importante dans le luxe. C'est quoi ta définition du branding ? Le branding, je pense que c'est véritablement, c'est vraiment la mission, la définition de la mission de l'entreprise, de ses valeurs, de la vision qu'elle a, et je dirais surtout aussi ça c'est aussi, il y a aussi une notion, je dirais, de temps aussi, c'est-à-dire que c'est très important de définir en fait, quand on définit l'ADN de la mission, d'avoir une vision long terme. Et puis surtout aussi qui va peut-être au-delà de l'activité pure et simple de l'entreprise. Bon, c'est difficile de donner une définition du branding, mais pour moi c'est complètement fondamental, et c'est au cœur vraiment aujourd'hui de la problématique des entreprises et je reconnais la difficulté de le faire, mais des entreprises qui doivent se réinventer par rapport aux défis de la société actuelle, qui sont multiples, mais dont le changement climatique et le réchauffement climatique est certainement le plus important. Et ça, c'est peut-être plus facile à faire pour une start-up qui démarre de rien, qui n'a pas d'héritage, que pour une marque de luxe qui a justement un héritage. Je suis assez d'accord, même si en effet c'est jamais évident de définir, et c'est souvent la difficulté pour les startups, c'est d'avoir ces réflexes, et d'avoir aussi cette expertise pour définir vraiment la marque, où elle va, à qui elle s'adresse, quelle valeur elle porte. Mais c'est vrai que pour une entreprise qui a 180 ans, 200 ans d'existence, qui est souvent le cas en l'occurrence dans l'industrie du luxe, c'est extrêmement compliqué, et je reconnais la difficulté que ça peut représenter, mais c'est possible, parce que il s'agit pas de définir des choses qui sont formatées d'une entreprise à l'autre. C'est vraiment de revenir à la compréhension de l'ADN de la marque, et de voir de quelle manière elle peut intégrer en fait les enjeux climatiques et de biodiversité au sein de sa stratégie. On sait aujourd'hui que dans cette idée de branding, tout le monde veut aussi se donner une très bonne image. Comment tu arrives à faire la part des choses entre les gens qui font du greenwashing et les autres ? Alors ça, c'est un grand débat, le greenwashing. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs écoles. Il y a des gens qui disent que le greenwashing, c'est pas si mal, parce qu'au moins les entreprises quand même font un geste et font des choses. Alors, j'ai tendance à penser que le greenwashing peut être assez dangereux. Alors en termes de catégorisation, j'identifie les marques qui se lancent dans la transition par nécessité,
En général, c'est par le biais du marketing, qui le font par nécessité parce qu'elles ont lu des études et qu'on leur a dit que s'ils voulaient continuer à parler aux clients, à leurs clients, et en particulier aux générations qui arrivent, et s'ils voulaient continuer à retenir et à attirer des employés, qu'il fallait le faire. Et ça, c'est un début, c'est sûr, mais c'est quand même aussi la garantie que la transition va être compliquée parce qu'elle sera souvent assez superficielle et que les entreprises vont démarrer par des aspects de marketing qui sont souvent finalement pas des éléments où finalement l'impact de l'entreprise est le plus important. Comme, je sais pas, le packaging ou comme faire une collaboration avec du plastique des océans ou des choses comme ça. Et après, il y a des entreprises qui n'y sont pas encore et qui ne voient pas arriver la vague. Et bon, alors celles-là, elles en subiront en effet les conséquences. Et puis après, il y a les entreprises qui véritablement, et je pense qu'elles sont plus en minorité que les autres, les entreprises qui ont véritablement compris l'enjeu, qui sont un peu plus visionnaires que les autres et qui là vraiment vont s'engager en profondeur dans la transformation. Parce que justement, cette durabilité pour toi, c'est plutôt un objectif à atteindre ou c'est plutôt un moyen pour atteindre d'autres objectifs ? La durabilité, c'est un moyen pour assurer la pérennité de l'entreprise. Je pense que le coût de l'inaction sera beaucoup plus important que le coût de l'action immédiate. C'est souvent la problématique des entreprises qui sont frileuses pour investir à court terme parce qu'encore une fois, elles ont une vision assez court-termiste de leur retour sur investissement et de leur business plan, etc. Mais c'est un chemin, inévitable pour les entreprises. Et en effet, revoir le business model, revoir ces procédés de fabrication tout au long de la chaîne de valeur, revoir les matériaux utilisés, ça doit être un peu, la durabilité, c'est un petit peu le benchmark en fait, qui doit les guider en fait dans l'évolution et la transformation de leur entreprise. Ces notions de durabilité, ça peut aussi être un élément marketing justement pour pousser un peu sa marque. Alors tout à fait, j'ai pas en effet du tout terminé sur le greenwashing, mais aujourd'hui le danger avec le greenwashing. En effet, bien sûr, aujourd'hui c'est sûr que n'importe quel marketeur va vous dire non mais il faut absolument qu'on parle de durabilité et on le voit là. Moi, tu parlais de la différence entre maintenant il y a 5 ans. Entre 2015-2016, on était vraiment sur le sujet, et maintenant, mais c'est le jour et la nuit, c'est devenu un sujet mainstream, on en parle tout le temps, tout le monde fait de la communication, mais évidemment que tout le monde l'utilise. Et la problématique de ce greenwashing, c'est que les gens ne sont pas outillés et ne sont pas à même, ne sont pas suffisamment experts pour trier le vrai du faux. Et c'est vrai que le développement durable, c'est complexe parce que les sujets sont compliqués, parce que c'est interconnecté, parce qu'il faut passer beaucoup de temps sur les sujets pour vraiment comprendre les tenants aboutissants. Et donc c'est là où finalement ces marques qui se servent de la durabilité dans leur communication et leur marketing, alors que derrière, au fond, les engagements ne sont pas si impactants que ça et si importants que ça, c'est dangereux parce que ça fonctionne avec beaucoup de personnes. Alors qu'en effet, c'est vraiment assez scandaleux. Là, récemment, Air France qui avait sur son site qui disait qu'elle avait des vols zéro carbone. Comment est-ce qu'on peut imaginer qu'un avion un vol peut être zéro carbone ? C'est surréaliste. Mais en attendant, ils osent quand même. Bon, après, ensuite, ils se sont fait tellement ramasser sur les réseaux sociaux que voilà. Mais en tout cas, c'est ça le problème du greenwashing. Et le problème du greenwashing, qui, quand il est utilisé, encore une fois, je le dis par nécessité, parce qu'il faut communiquer sur ces sujets-là, parce que sinon on risque de se faire sanctionner par les clients, c'est que on a tendance, les marques ont tendance, je vais prendre un exemple, par exemple, il y a beaucoup de marques, ça c'est une grande épidémie, beaucoup de marques qui utilisent la reforestation pour pouvoir ensuite prétendre qu'elles sont zéro carbone. Et ça, c'est une véritable problématique parce que finalement, c'est une sorte c'est l'arbre qui cache la forêt, puisque derrière, elles vont pas forcément prendre les bonnes actions sur leur chaîne de valeur, sur leur procédé de fabrication, sur leur business model, qui vont avoir véritablement un impact. C'est pas avec la reforestation qu'on va résoudre le problème du réchauffement climatique. C'est un peu complexe à comprendre, mais c'est la réalité. Et ça, c'est un danger parce que finalement, c'est vrai que c'est tellement tentant parce que tout le monde comprend
la fonction d'un arbre, c'est voilà, il capture le CO2, donc c'est positif et c'est facile à expliquer aux clients. Mais la réalité derrière, c'est que c'est souvent des projets qui sont mal gérés, qui sont pas pérennes, qui ne plantent que c'est des monocultures, qui souvent aussi ont un impact sur les sociétés indigènes. Enfin bref, c'est vraiment un problème. Et c'est là où je pense qu'en effet le greenwashing est contre-productif et potentiellement dangereux parce que finalement il ne contribue pas à résoudre le problème en fait. On comprend que planter des arbres ça peut aider, mais c'est pas ça qui va tout changer. C'est quoi qui va changer? Ce qui va changer, c'est vraiment que chaque entreprise prenne ses responsabilités, évalue en fonction de l'industrie dans laquelle elle opère, évalue quels sont les impacts les plus importants, établissent ensuite une stratégie, une feuille de route à court, moyen, long terme, avec des vrais objectifs de diminution d'utilisation des ressources, de diminution évidemment de produits chimiques. Après, évidemment, ça dépend de l'industrie. Et ensuite agissent, c'est-à-dire mettent en place ce plan d'action. Et il ne s'agit pas d'être parfait la première année ou la deuxième année. Il s'agit juste d'avoir cet engagement-là qui est authentique et qui génère vraiment des résultats. Et que chaque année, ensuite, ces résultats soient publiés, soient montrés au public ou aux gens qui ont envie de savoir. Et ça, c'est une opportunité pour des entreprises qui se créent. Alors oui, et j'ai même envie de dire que je suis encore surprise que des entreprises puissent se créer aujourd'hui sans intégrer cette notion-là, au moins au niveau de la réflexion. Et voilà, je vais paraître peut-être un petit peu dogmatique en disant ça, mais c'est vrai que je pense que c'est aujourd'hui, quand on crée une entreprise, on doit au moins considérer ces questions-là. Et c'est une opportunité, bien sûr, oui, parce qu'on le disait tout à l'heure, c'est plus compliqué de se transformer après 100 ans ou même 50 ans d'existence que de se créer, même si c'est difficile de créer une entreprise. Justement, on parle de société civile, on parle d'action militante. Le développement durable, l'écologie, ça a souvent été porté par des gens plutôt, je dirais, à gauche, avec pas tellement un mindset d'entrepreneur pour qui l'argent, je caricature, mais c'est un petit peu ça. J'ai l'impression, par rapport au projet qu'on peut voir passer chez Genilem, que là, il y a quelque chose qui est en train de changer, que maintenant, on a l'ambition de faire des projets qui sont à la fois écologique, durable, etc., et viable économiquement. C'est quoi ton avis par rapport à ça ? Mais c'est tout à fait juste, parce que je pense que c'est parce qu'on a compris, aussi par l'expérience, on a compris que le business peut être une force du changement et que ça n'est pas antinomique avec une plus grande responsabilité et je dirais une plus grande considération pour les ressources naturelles qui sont pas, qu'on considère comme acquises, mais qui ne devraient pas l'être. Et je pense que c'est cette prise de conscience de dire, mais au contraire, et il y a plein d'études là qui sortent et qui prouvent que les entreprises qui sont pionnières, en plus de ça, dans l'investissement aussi pour plus de durabilité, moins d'impact, sont hyper, le résultat est hyper positif et continue à être profitable et être encore plus profitable. On peut prendre l'exemple, je sais pas, de Patagonia par exemple, qui est vraiment pionnière dans cette démarche-là. Il y en a d'autres, mais c'est aujourd'hui cette prise de conscience. Et aussi, je pense qu'aussi, finalement, c'est ça aussi, c'est que je pense, pour revenir à la question que tu posais, quel conseil tu peux donner aux gens de l'intérieur, comment est-ce qu'ils peuvent transformer. Je pense qu'il faut parler le langage aussi de ces gens qui pensent que, voilà, qui sont formatés. Voilà, le système veut que on doit avoir un retour sur investissement, que tout investissement doit être suivi de résultats dans les 3 ans à venir, et je pense qu'en parlant leur langage, en parlant de retour sur investissement ou de profitabilité, ça leur permet aussi peut-être d'appréhender plus facilement, parce que je porte pas de jugement, encore une fois, tout le monde n'est pas forcément apte à comprendre ces problématiques et peut-être à les intégrer, à ouvrir son esprit. Je comprends. Quand on a été formaté, c'est difficile de se remettre en question. Mais je pense que c'est vraiment, en fait, c'est par le business qu'on arrive à prouver que c'est viable et qu'au contraire c'est profitable et qu'il y a beaucoup d'études qui montrent aussi, au niveau étatique comme au niveau des entreprises, que
le fait de ne pas agir et d'attendre coûtera beaucoup plus cher. Donc ça implique aussi une gouvernance particulière pour ces entreprises ? Je le souhaiterais. Maintenant, oui, la gouvernance doit aussi évoluer. De toute façon, je dirais tous les systèmes sont un peu has-been. Enfin, la façon dont on communique, la façon dont on gère la gouvernance, le management. Je pense qu'il y a un reset nécessaire à tous les niveaux, mais il faut pas rêver non plus. Ça peut pas arriver du jour au lendemain. Mais oui, bien sûr, il faut une gouvernance qui soit hyper axée sur les objectifs à tenir de durabilité et aussi pas seulement, mais de bien-être de l'employé, d'égalité, etc. Il y a beaucoup de travail. Tu as donné un exemple, Patagonia. Patagonia, c'était déjà dans l'ADN, je pense même au départ, en 1973, quand ça a été créé. Mais c'est vrai que pour moi, d'un regard extérieur, et je me trompe probablement, mais c'est toujours peut-être un peu plus facile pour une entreprise qui est bien implantée, qui a déjà des valeurs de base, de faire encore l'effort supplémentaire. On parlait des startups avec Cyril il y a un tout petit moment. La startup, elle a besoin d'équilibrer son bilan très rapidement, de gagner des sous et pas trop en dépenser. Et des fois, c'est quand même en contradiction avec la durabilité. Je parle notamment du sourcing. Ce qui est produit en Chine ne coûte pas le même prix que ce qui est produit ici. Oui, alors ça c'est une vraie question et je suis complètement d'accord. Et alors je dirais que ça c'est des problématiques qui sont valables aussi bien pour le citoyen que pour l'entreprise. C'est la problématique de l'infrastructure qui n'existe pas. Parce qu'on peut aller demander aux citoyens d'avoir des comportements plus responsables. Si l'infrastructure n'est pas là, vous n'allez pas leur parler parce que comment vous allez expliquer à la personne qui doit faire 1 heure de route pour aller travailler qu'il faut qu'elle prenne les transports en commun et elle va passer à 3 heures de route. S'il n'y a pas les solutions qui sont fournies, qui sont proposées, là maintenant je parle des entreprises, c'est le parcours du combattant. Donc oui, c'est pour ça que c'est compliqué parce qu'on n'y est pas encore. Et c'est pour ça qu'il y a des entreprises, il y a des startups qui arrivent et qui proposent des solutions, mais elles doivent se battre parce qu'elles veulent changer le système, elles veulent changer l'industrie dans laquelle elles travaillent, mais elles doivent se battre énormément pour y arriver. Moi, je l'ai vécu, mais en l'occurrence, on avait un petit peu plus, je dirais, peut-être de force de persuasion en faisant partie d'un groupe, mais on a dû abattre des montagnes aussi pour faire changer le système, pour montrer à nos sous-traitants que non, on voulait pas que ça se passe comme ça, parce qu'on voulait changer les choses. Et c'est vrai que pour les startups qui ont déjà beaucoup de problématiques à gérer, devoir aussi gérer celle-ci en termes de sourcing, prendre une décision entre plutôt ce matériau ou ce matériau avec une grosse différence de prix ou choisir de fabriquer dans tel ou tel pays avec aussi une grosse différence de prix. Bon, l'avantage, c'est que je pense que la pandémie nous a ramené à aussi une vision un peu plus locale et je pense que ça, c'est certainement une bonne chose. Donc, mais je comprends tout à fait la problématique. Mais en même temps, toute solution ou toute chose qu'on peut mettre en place dans l'entreprise ne sont pas forcément coûteuses. Et je pense qu'il faut peut-être oublier un peu la notion de satisfaction de l'employé au niveau individuel. Bon, ça se fait dans vos discussions. Voilà, moi, je voudrais la clim, je voudrais ci, je voudrais ça. Mais je pense qu'il faut oublier ça et se dire, voilà, nous, comment est-ce qu'on peut, par rapport à notre activité, par rapport à ce qu'on fait, ce qu'on propose comme service ou comme produit, comment nous, est-ce qu'on peut contribuer à cette transformation ? Je dirais plus commencer par un niveau plus macro, plus global, pour ensuite, pour que ça colle à l'ADN du projet de l'entreprise et que ça ait du sens. Parce que les gens maintenant, de plus en plus, ils attendent ça aussi, que ce soit vraiment axé sur le cœur du business de l'entreprise. Parce que la philanthropie, je donne de l'argent à une association pour le cancer, etc., c'est plus suffisant. Pour les jeunes entrepreneuses qui nous écoutent, est-ce que tu as un conseil à leur donner par rapport à cette notion de durabilité et ou de branding ? Oui, plein. Je pense déjà, le premier conseil, c'est d'en tenir compte. C'est vraiment d'intégrer ces questions-là et de se renseigner et de faire appel à des spécialistes s'ils en ont besoin. Mais c'est vraiment indispensable aujourd'hui, en 2022, de tenir compte de ces notions-là et de construire autour de ça. Ça, c'est la première chose. Et puis de manière générale, je dirais qu'il faut vraiment être passionné par son projet et pas faire de l'entrepreneuriat juste pour de l'entrepreneuriat parce que le chemin
le chemin n'est pas pavé de roses, même si c'est fantastique, mais c'est vrai qu'il faut vraiment avoir des convictions je dirais que pour ce qui est de la durabilité, c'est vraiment incontournable aujourd'hui. Il y a une notion sur laquelle j'ai envie de t'entendre, c'est cette notion d'écosystème. Souvent, quand on veut faire de la durabilité, j'ai l'impression qu'on ne peut pas faire de la durabilité seul dans son coin. On est obligé de s'intégrer dans un écosystème, d'avoir les bons partenaires, d'avoir même les bons clients, etc. C'est quoi ton point de vue par rapport à cette notion de durabilité ? Ça, c'est une très bonne question, Cyril, parce que en effet, et on le voit en l'occurrence, c'est quand même, on n'aurait jamais pensé que des collaborations inter-grands groupes hyper concurrentiels puissent arriver. Donc, on voit, par exemple, on le voit déjà depuis pas mal de temps dans la mode, des coalitions qui se forment pour aboutir à développer des solutions, soit ce soit au niveau de l'investissement, soit que ce soit au niveau un peu de la réglementation ou de la labellisation. On le voit un tout petit peu plus récemment seulement, et c'est quand même incroyable aussi dans l'horlogerie et joaillerie. Et donc c'est bien la preuve qu'en effet, il y a cette notion de collaboration et d'écosystème qui apparaît et qui n'existait pas véritablement dans un monde qui était quand même plutôt très concurrentiel, très cloisonné. Et la collaboration est indispensable. Pourquoi ? Parce que si on prend par exemple le principe de l'économie circulaire, évidemment, ce dispositif-là, il nécessite en effet qu'on organise un écosystème pour qu'on ait des solutions, des partenariats pour recycler, qu'on ait des solutions pour récupérer par exemple des matières, pour upcycler des matières. Donc en effet, on dépasse vraiment la notion juste de rapport entreprise-fournisseur. Ça devient beaucoup plus large et beaucoup plus étoffé en effet en termes de partenariat. Et c'est ça qui est très intéressant parce que ça génère des synergies et puis des possibilités aussi de création d'entreprises, d'emplois qui sont extraordinaires et qui sont justement une solution pour répondre aux craintes de beaucoup de gens qui pensent qu'il y aura des pertes d'emplois et que non, il y a des solutions à travers des nouveaux modèles en fait. Merci. Merci à vous. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette rencontre avec Marie. Comme elle nous le raconte, opérer cette transition vers la durabilité oblige pour les entreprises à adopter un temps plus long que seules les opérations quotidiennes ou du prochain trimestre. C'est un investissement qui prend du temps et qui n'a pas forcément d'indicateurs mesurables à court terme. C'est donc plus une prise de conscience et une volonté de toute l'organisation qui veut s'inscrire de manière durable. Et on comprend en écoutant les différentes expériences de Marie que du coup le branding d'une entreprise devrait toujours prendre en compte ces notions de durabilité. Puisque par définition, quand on est sur ces enjeux d'identité de marque, on va évoquer la vision. Et une vision, ça s'inscrit forcément dans une perspective de temps plus long. On va également énoncer les valeurs qui doivent guider les actions et comment ne pas intégrer cette notion de durabilité puisque toutes les entreprises, que ce soit au démarrage ou après 150 ans d'histoire, sont des organismes qui sont justement là pour durer. Mais la crainte, souvent, et à nouveau que ce soit pour une toute jeune entreprise en démarrage qui a des finances fragiles ou pour une corporate qui, elle, traîne un héritage plus long, on pense souvent qu'adopter ces démarches de durabilité, ça coûte cher et ça rapporte pas. Et dans cet épisode avec Marie, moi j'ai beaucoup aimé découvrir le problème quand on fait de la durabilité juste en élément marketing sans changer son modèle d'affaires. On se contente de faire de la reforestation ou autre pour compenser les outputs négatifs. Et du coup, on ne participe pas à changer le modèle et à faire différemment, ce qui est d'ailleurs la base de l'innovation. Autrement dit, on ne change pas son modèle qui pollue, mais on lui ajoute une couche pour pouvoir communiquer sur sa bonne conscience. C'est pas durable, car on est dans du court terme, avec un arbre qui cache la forêt. Enfin, je retiens aussi l'importance de la notion d'écosystème, car on ne peut pas être durable seul. La durabilité implique de prendre en compte tous les aspects de son business, la sous-traitance, l'origine des matières premières, la consommation des ressources, les employés, etc. Qu'on ne peut pas être durable seul dans son coin. On doit s'inscrire dans un écosystème et c'est cette co-construction d'écosystèmes durables qui va faire émerger de nouvelles infrastructures qui vont permettre encore plus de durabilité. Toute la beauté de la démarche. Et si vous voulez aller plus loin, je vous recommande, et c'est la deuxième fois que je parle de ce livre, justement le livre d'Isabelle Delannoy, L'économie symbiotique, où il est également beaucoup question d'écosystème et de changement de paradigme.